du 12 novembre, avant-dernier conseil municipal de l'année 2024. Je me revois encore l'année dernière au mois de décembre avec nos pulls de Noël, se dire joyeux Noël à tous. J'ai vraiment l'impression que le temps passe extrêmement vite en votre compagnie. Anan Mahalem, Laurent Saadi, Nathalie Marchand, Maxime Coupet, Laurence Blanc, Stéphane Bergonnier, Bernadette Marc, André Ginoux, Alain Rouliac. Ok. Christian Jouve, Bernard Capu, Marie-Claude Drabec, Jean-Philippe Félighetti, Jean-Pierre Cabaret, Laurence Sénégas, Nicolas Belli, Benoît Albagnac, Emmanuel Carbone. Ok. Cédric Paluel, Muriel Philippe, Bekta Bouzid El Abbas, Nadia Oudalmer, Isabelle Monteau, Julien Lassalle, Maxime Lacoste, ok. Stéphane Filion, Sébastien Brosse, ok, absent. Valérie Beau, absente également. Le secrétaire de séance ce soir sera Monsieur Lassalle. Je vous propose donc ordre du jour dans la moyenne de nos conseils municipaux, 15 points. Je vous propose de passer tout d'abord sur l'approbation des conseils municipaux. C'était du 24 septembre, hein, c'est ça? Voilà, de tête. 24 septembre. Y a-t-il des questions, des observations? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Un point également d'information, puisque je m'étais engagé, vous savez, chers élus, sur le retour de, dans le contexte notamment, vous savez, de solidarité entre pays. Les collectivités territoriales sont souvent sollicitées. Vous avez, chers élus, voté à plusieurs reprises, et je vous en remercie, de manière unanime pour des dons financiers de la part de la mairie de Saint-Sulpice, et notamment dans le cadre du soutien aux populations civiles ukrainiennes, et donc notamment, vous le savez, pour toutes les conséquences au-delà de la guerre humanitaire et les situations aussi extrêmement difficiles que vivent les populations. Et donc, je vous ai mis en pièce jointe en annexe le courrier que nous avons reçu de la part du directeur du centre de crise de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'intention du conseil municipal de Saint-Sulpice, pour vous remercier chaleureusement du don que la mairie de Saint-Sulpice a fait, en plus donc du don financier et des dons lors des collectes que nous avions eues, donc de la contribution à cette action humanitaire de la France en direction de l'Ukraine. Et donc, je vous avais promis de vous rendre compte aussi. C'est pour ça que j'avais demandé au ministère de l'Europe des Affaires étrangères de pouvoir nous donner un document sur quelles ont été les contributions financières et surtout à quoi ça a été utilisé, ce fameux FASECO qu'on appelle, donc le don d'action extérieure des collectivités territoriales pour l'aide des victimes au conflit ukrainien, qu'on avait voté en mars 2022. Voilà, point est fait, et j'ai relancé le ministère pour les autres dons que nous avions faits, notamment dans le cadre des tremblements de terre. Je crois que c'était en Turquie, me semble-t-il. Et donc, même chose, quand j'aurai les informations, je reviendrai vers vous, mais comme quoi l'argent public de Saint-Sulpice est utilisé à bon escient.
Nous allons donc passer au point numéro 1. Le point numéro 1, alors là on est un peu moins dans l'humanitaire, j'en suis désolé, hein, c'est sans transition, c'est brutal, c'est l'implantation d'une antenne relais, une antenne téléphonique, je crois, me semble-t-il, une antenne relais sur le site de la station d'épuration de la part de la société Ivory qui appartient au groupe Celnex. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint à l'urbanisme et au rayonnement et la cohésion de la ville, Maxime Coupet. Je vous remercie, monsieur le maire. Début 2024, la commune échange avec la société Ivory au sujet de l'implantation d'une antenne relais sur son territoire. L'emplacement retenu pour la réalisation de ce projet se situe sur la parcelle A213, d'une contenance de 7303 m² à la station d'épuration de Saint-Sulpice. Les plans vous sont présentés à l'écran. Compte tenu des contraintes techniques et juridiques, les zones naturelles Natura 2000, ZNIF 2, le plan de prévention des risques inondations et le plan de prévention des fondements des berges, et en lien avec le gestionnaire de la station d'épuration Suez France, il a été déterminé que l'antenne s'implanterait donc au nord-ouest de la parcelle sur une surface de 160 m². L'antenne, quant à elle, sera d'une hauteur de 24 mètres hors paratonnerre. L'occupation du site générerait un loyer de 4 000 € net avec une indexation à 1 €. L'engagement sur 12 années bénéficiera d'un renouvellement tacite par période de 12 ans. Avez-vous des questions? Marche pas. Je voulais savoir quel est l'opérateur qui est pressenti ou s'il y en aura plusieurs opérateurs qui vont exploiter cette antenne. Alors le groupe Celnex, qui est une towerco bien connue sur notre territoire puisque c'est elle qui a maintenant la propriété des 4 anciens sites de télécommunications sur Saint-Sulpice, est une towerco qui dessert les réseaux au bon vouloir et à la nécessité des opérateurs. Là, en l'occurrence, Ivory est une société du groupe SFR, pour le moment, à minima SFR. Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Je voulais savoir ce qu'on entendait par antenne relais. Est-ce que c'est, pour parler clairement, une antenne 5G ou pas du tout? C'est pas du tout ça. Et du coup, je voulais savoir aussi au niveau des riverains s'il y avait eu une information particulière qui avait été faite et si vous avez eu des retours, des remarques particulières. De mémoire, la propriété la plus proche a été contactée à ce sujet, est venue vers le service urbanisme à ce sujet, a été reçue. Concernant la technologie de l'antenne, comme toutes les antennes à Saint-Sulpice, il est très possible que ça soit de la 5G, oui. Nouvelle génération. Alors, sachant que au-delà de cette implantation, hein, Saint-Sulpice, vous savez, les opérateurs ont des obligations légales de boucher les fameuses zones blanches, parce il en existe encore. Et effectivement, sur cette zone-là, il y a une zone blanche sur Saint-Sulpice, sur ce quartier-là. Donc il y avait deux projets, un projet d'antenne sur Mézins, qui était d'une hauteur incroyablement extraordinaire, ce qui a valu d'ailleurs je crois le tollé sur Mézins. Et donc l'opérateur est dans l'obligation de creuser la zone blanche. Donc à un moment donné, il faut bien une antenne à un endroit pour faire l'obligation légale. Et donc au départ, cette implantation d'antenne devait se faire sur un terrain privé dans un champ agricole. Et pour le coup, c'est l'intervention de M. Coupet ainsi que les services de l'urbanisme qui ont anticipé en disant à l'entreprise très fortement le déconseil de la part de la mairie de Saint-Sulpice de partir sur ce chemin-là, puisque une antenne dans un champ agricole, dans une zone agricole, se verrait sûrement frappée d'un refus de permis de construire. C'est là qu'on est rentré en médiation et en discussion. Et il semble que le site de la station d'épuration, qui est un site d'intérêt public et d'intérêt général, semble cocher toutes les cases pour combler cette dent creuse de relais d'ondes, notamment téléphoniques, pour faire marcher ces petits outils-là.
et en même temps d'avoir aux alentours un assentiment positif de la population. Il y a eu un travail qui a été fait très encadré avec le service de l'urbanisme pour choisir la hauteur, etc., la forme, pour bien que tout ça, ça s'intègre dans notre paysage. Voilà. Vous dire un petit peu des éléments de contexte au-delà de juste ce point d'implantation pur et dur. Julien Lassalle à nouveau pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Bon, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est de ne pas avoir ce qui a pu se passer ou qui se passe encore, je ne sais pas où en est le dossier d'ailleurs, sur Rabastens par exemple, où effectivement il y a eu tout un quartier qui s'est mobilisé contre l'implantation d'une antenne 5G. Alors bon, je ne suis pas forcément contre la technologie de l'antenne 5G, mais voilà, du coup l'implantation elle se fait aujourd'hui, je crois que c'est prévu au niveau du syndicat des eaux, sur un terrain du syndicat des eaux, mais enfin voilà, il y a donc du coup un tollé, on va dire, des citoyens et des citoyennes dans ce quartier-là. Et voilà, moi je veux simplement avoir l'assurance que dans le choix de cette installation, on est bien informé les riverains de ce qui allait se faire et que tout était discuté, voilà, pour que ça se passe au mieux et qu'on n'ait pas de soucis par la suite. Merci Monsieur Lassalle. Y a-t-il d'autres remarques, observations, questions sur ce sujet? Juste une précision, Benoît Albagnac. C'est vert, mais ça marche pas. Oui, non. Si. Bon, bref. Ah si, ouais. Par rapport aux craintes que vous soulevez, monsieur Lassalle, concernant la 5G, rien ne prouve que la 5G soit nocive pour la santé à ce jour. Mon propos n'est pas du tout sur la technologie de la 5G, sur la 5G, c'est bien ou c'est pas bien, c'est nocif pour la santé. C'est pas l'objet de mon intervention. Mon intervention, elle est juste sur la concertation vis-à-vis des riverains. Il y a des gens qui sont effectivement inquiets par rapport à cette technologie de la 5G. Moi, j'habite Impasse des Nozes, j'ai un château d'eau juste à côté avec un relais et une antenne 5G. Donc ça, c'est pas le sujet. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'on a des exemples ailleurs sur d'autres communes. Il y avait eu un sujet sur Brens aussi, et là c'était pour le coup avec un particulier. C'est qu'on s'assure qu'on est bien informé correctement le public et qu'on ne se retrouve pas dans un mois ou dans 2 mois avec des gens qui découvrent le projet et qui viendraient et qui diraient attendez, nous on n'a pas été consultés. C'est simplement ça l'objet de mon intervention. Ok. Non, et vous avez raison complètement là pour le coup. Mais bon, Monsieur Coupet avait donné quelques éléments de réponse, notamment sur des échanges qui se sont faits déjà avec le service urbanisme et la population qui sont dans la zone justement de cette antenne. Je vous propose donc, s'il n'y a plus de questions, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc nous avons 4 abstentions, 2 physiques, Monsieur Lassalle et puis Madame Manteau, et par délégation, Monsieur Filion et Monsieur Lacoste pour la minorité active et citoyenne. Donc c'est un vote à l'unanimité sur ce point. Nous allons passer au point numéro 2 sur la reconstruction de la canalisation de transport de gaz naturel entre Villariès et Albi. Donc c'est le projet REVA porté par la société qui transporte du gaz Terega. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur le conseiller municipal Nicolas Belli. Merci Monsieur le maire. Donc le dossier d'enquête publique et ses pièces annexes ont été dématérialisées, ils sont présents sur le site de la Haute-Garonne. Je ne vous donnerai pas le lien, c'est un petit peu trop long. Dans le cadre de l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel DN200 de Villariès à Albi, dénommé le projet REVA, il est procédé pendant une durée de 33 jours consécutifs, soit du 11 octobre 2024 à 9h au mardi 12 novembre 2024 à 17h30, c'est-à-dire aujourd'hui. À une enquête publique unique portant sur l'autorisation de construire et d'exploiter la déclaration d'utilité publique de l'opération, l'enquête parcellaire en vue de l'institution des servitudes fortes et faibles et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Bazus, Buzet-sur-Tarn et de Saint-Sulpice. Cette canalisation remplacerait celle existante qui date de 1974 et dont l'exploitation devra s'achever d'ici 2030, pour des raisons de sécurité. Terega, un des gestionnaires du réseau de transport de gaz en France,
souhaite ainsi garantir l'approvisionnement en gaz du territoire pour les décennies à venir. Le tracé identifié pour ce nouvel ouvrage traverse la commune de Saint-Sulpice sur 8575 mètres, en longeant principalement l'A68 et en parcourant des espaces agricoles. Il est nécessaire de modifier le zonage du PLU au droit du futur ouvrage pour permettre son passage d'un espace boisé, classé, sur un linéaire de 90 mètres, et l'élément de paysage ruisseau de Riveyrolles qu'il traverse sur 4,70 mètres. Il est également prévu de supprimer l'emplacement réservé pour l'implantation d'une canalisation d'eau potable prévue pour longer la 68 et qui n'a plus lieu d'être, étant donné que la canalisation d'eau existe déjà. En application de l'article 181-38 du Code de l'environnement, la commune doit se prononcer au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. L'Assemblée est invitée à émettre un avis sur le projet Tereva et mandater Monsieur le maire pour communiquer cet avis à Monsieur le préfet du Tarn. Y a-t-il des questions? Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Pas de questions, on s'est déjà exprimé sur le projet, on avait eu quelques échanges il y a quelques mois, donc effectivement on est toujours opposé à la destruction de cette partie de bois classé et du coup on votera contre sur ce point-là. Donc du coup je passe au vote directement. Qui est contre? Donc 4 votes contre minorité active et citoyenne, Monsieur Lassalle, Madame Manteau, Monsieur Filion et Monsieur Lacoste. Qui s'abstient? Donc un vote à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 3 sur la convention de traitement des eaux usées de la ZAC d'activité Porte du Tarn, notamment sur un sujet de portant modification. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur l'adjoint au rayonnement, Laurent Saadi. Merci Monsieur le maire. Lors du conseil municipal du 11 juillet 2024, la convention portant sur la gestion du réseau d'eau usée de la zone d'activité des Portes du Tarn a été approuvée à l'unanimité. Cette convention prévoit que l'ensemble du réseau intégré dans le périmètre de la zone d'activité sera entièrement géré par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et son délégataire, y compris pour le réseau situé sur le territoire de la commune de Buzet-sur-Tarn. Ce projet de convention a été uniquement modifié dans sa forme suite à des échanges avec le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne, dit SMEA, réseau 31. Le fondement de la convention, sa durée et ses conditions restent identiques. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc, comme l'a dit Monsieur Saadi, convention, on est dans l'anticipation et dans le futur, puisque vous le savez, pour l'instant, les portes du Tarn sur le secteur Buzet-sur-Tarn et donc Haute-Garonne ne sont pas construites, n'accueillent pas d'entreprise, mais c'est pour prévoir, parce qu'il s'est posé notamment la question dans le cadre du transfert des compétences qui étaient à une époque obligatoire d'eau et d'assainissement, qu'ils ne seront peut-être plus après leur passage et après la décision de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Barnier. Et donc c'est vrai qu'on s'est posé la question en anticipant, en se positionnant en 2042 et en se disant mais du coup il y aura une partie du réseau d'assainissement qui sera sur Buzet-sur-Tarn. Buzet-sur-Tarn est une commune du 31 gérée par un autre syndicat qui s'appelle Réseau 31. Et donc c'est vrai que, sachant que ces réseaux viennent sur la commune de Saint-Sulpice gérée par Suez, naturellement, on s'est posé cette question. Au final, un texte sous convention juridique permet à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe de pouvoir traiter les eaux usées d'une autre commune, puisque le bassin versant de cette commune, vous le savez, sur les ports du Tarn, est vraiment indépendant au reste de la commune de Buzet-sur-Tarn. On pourrait appeler ça même une enclave. Et donc, l'idée, c'est vraiment pas de réfléchir sur un périmètre administratif commune, mais bien de réfléchir d'un point de vue bassin hydrographique. Et donc le bassin hydrographique des Portes du Tarn se jette sur le réseau de collecte de la commune de Saint-Sulpice et est traité par la station d'épuration. Voilà pour être complet. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 4, notamment tout en restant dans l'assainissement. Là pour le coup il y a transition, vous avez vu, on a fait ça bien, sur le budget annexe de la gestion du service de l'assainissement collectif et notamment des admissions en non-valeur. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale déléguée
au numérique et à la communication, Laurence Sénégas. Merci, monsieur le maire. La commune a été informée par le comptable public de la décision de la commission de surendettement du Tarn du 27 juin 2024 visant à effacer la dette d'un administré en raison de sa situation financière. En conséquence, il convient de prononcer l'admission en non-valeur de créances éteintes sur le budget annexe de gestion de services publics de l'assainissement collectif de la commune, de la liste numéro 69 05 93 05 12, transmise par le comptable public représentant un montant de 2265,32 €. Une décision d'admission en non-valeur de ces titres doit être prononcée par l'Assemblée délibérante. Les crédits correspondants sont prévus au budget du service public de gestion de l'assainissement collectif au compte 65 42 créances éteintes. Y a-t-il des questions? Je pense pas, Madame Sénégas, parce que votre exposé était très clair. Admission en non-valeur traditionnelle, mais moins traditionnelle sur le budget assainissement. Je vous propose donc de passer au vote pour admettre en non-valeur ce montant de 2265,32 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Toujours en transition sur la partie assainissement, cette fois-ci, nous nous télétransportons du côté de la route de Lavore sur ces travaux de réaménagement qui ont été faits, à la fois des travaux enterrés sur les canalisations et des travaux, vous l'avez vu, d'aménagement de voirie pour notamment parler, une fois que les factures sont arrivées, c'est un gros projet qui dépasse, on est de l'ordre de entre 1 million et 1,5 million sur ce projet. Cependant, nous avons des travaux de refacturation sur le budget assainissement. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la Première Adjointe, Anan Mahalem. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de ces travaux de réaménagement de la route de Lavore, une partie des ouvrages a concerné le réseau d'assainissement des eaux usées. Ces travaux réalisés par le groupement Eurovia Maille TP dans le cadre donc du marché numéro 2023-TVX-05 ont représenté un montant de 168 775 € et donc hors taxe. Il est proposé que ce montant initialement inscrit dans le cadre de l'opération numéro 322 en section d'investissement du budget principal de la commune soit refacturé au budget annexe de gestion du service public de l'assainissement collectif de la commune. Une fiche d'inventaire sera alors créée sur le budget concerné pour l'objet et le montant des travaux transférés. Y a-t-il des questions ou remarques? Bon, c'est quelque chose qui est très traditionnel, c'est-à-dire qu'on lance un marché global, notamment dans le cadre de la commande publique pour la mise en concurrence. Et puis ensuite, une fois que tout est facturé, on retransfère au budget annexe le montant que vient de présenter Madame Mahalem. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 6 sur un réaménagement de prêt pour l'opération Maison Claire et la Banque des Territoires, et notamment une sollicitation de demande de garantie. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe aux solidarités, Laurence Blanc. Par courrier du 23 juillet 2024, le groupe Maison Claire a sollicité la commune afin de bénéficier d'une garantie d'emprunt suite au réaménagement de prêt 159 322 signé avec la Banque des Territoires pour la ligne numéro 121 325. Non, j'ai dû faire une erreur. Cette ligne de prêt avait bénéficié par délibération le 27 septembre 2011 d'une garantie d'emprunt de la part de la commune à hauteur de 20% dans le cadre de la construction de 7 logements situés au sein de la résidence Le Clos Saint-Charles, 26 avenue Yves Bongard. Le réaménagement de la ligne initiale porte sur la modification du différé d'amortissement, la modification de la date de la prochaine échéance et la modification des conditions de remboursement anticipé volontaire. Le capital restant dû de la ligne concernée
représente un montant de 336 999,51 centimes, soit un montant garanti par la commune de 67 399,90 centimes. La commune souhaite réitérer sa garantie par le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et des consignations selon les conditions ci-dessous. Différé d'amortissement porté à 36 mois. Prochaine échéance le 1er avril 2025 et conditions de remboursement anticipé indemnité actuarielle sur courbe SWAP -40. À titre indicatif, le taux du livret A qui sert de calcul pour le taux d'intérêt est de 3% au 1er avril 2024. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne de prêt réaménagée qu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont elle ne serait pas acquittée à la date d'exécution. Sur simple notification de l'impayé par la Caisse des dépôts et consignations, la commune s'engage à se substituer au groupe Maison Claire pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que les communes ne provisionnent pas les garanties d'emprunt. La provision doit être constituée qu'à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne morale bénéficiaire de la garantie. Avez-vous des questions? Merci Madame Blanc. Pas de questions sur ce réaménagement de prêt. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Chers élus, merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 7 sur la première décision modificative. On arrive en fin d'année, hein, on commence à ajuster les budgets, et notamment ce budget annexe du lotissement Montoti, que vous connaissez, dont on a régulièrement parlé en conseil municipal. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anna de Mahalem. Merci Monsieur le maire. Suite à une erreur donc de saisie lors de la reprise des résultats en section de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 de montant de 18 413,64 € n'a pas été repris dans le cadre du budget supplémentaire 2024 du budget annexe lotissement Montoti. Il convient donc de corriger cette erreur par une décision modificative qui va venir augmenter en recettes de fonctionnement le compte 002, excédent de fonctionnement reporté, de montant donc de 18 413,64 € d'une part, et d'autre part donc d'augmenter en dépenses de fonctionnement au chapitre 011, charges à caractère général, le compte 605, achat de matériel et travaux du même montant, afin de venir équilibrer la section de fonctionnement. Cette correction a pour effet donc de venir équilibrer la section de fonctionnement du budget annexe lotissement Montoti en dépenses et en recettes à un montant de 359 017,61 €. Y a-t-il des remarques ou des questions? Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer ce point numéro 7 au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Chers élus, merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 8 sur une convention d'occupation temporaire des toitures des bâtiments municipaux. Bâtiment qui s'appelle Auguste Mies, l'ancienne Citelle 2, rue du Capitaine Beaumont, et le centre technique municipal, donc prêt temporaire ou convention d'occupation temporaire en direction du SPIC d'énergie renouvelable en vue de l'installation et l'exploitation de centrales photovoltaïques sur les toitures de ces bâtiments municipaux. Pour vous dire l'acronyme, puisque vous le savez, la fonction publique est remplie d'acronymes. SPIC, énergie renouvelable, c'est service public industriel et commercial, spécialité énergie renouvelable, en acronyme ENR. Voilà, pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur le directeur général des services, Alaric Berlureau. Merci monsieur le maire. Donc il s'agit de poursuivre ce projet de réalisation de la centrale photovoltaïque en autoconsommation collective que la commune a lancé via son SPIC depuis maintenant 18 mois. Nous sommes dans la phase opérationnelle puisque les travaux ont commencé et dans le cadre d'une
rigueur comptable, il s'agit pour que le SPIC puisse réaliser les travaux, elle puisse le faire sur des équipements qui lui appartiennent. Et comme les toitures et les bâtiments appartiennent à la commune, en fait, il s'agit de confier ces toitures via une convention d'occupation temporaire entre la commune et le SPIC, donc de les confier au SPIC pour qu'il puisse installer et exploiter cette centrale photovoltaïque. Donc cette convention temporaire a une durée initiale de 20 ans. Elle définit les droits et les obligations de chacune des parties et fixe une redevance annuelle à 50 centimes par mètre carré, soit environ 1 400 € par an, que le SPIC reversera à la commune pour l'occupation de ces toitures. Voilà, monsieur le maire. Peut-être une petite question, monsieur Berlureau, que certains élus qui ne participent pas aux commissions ou au travail de spécialité, parce que là on est vraiment sur des spécialités, il n'y a que les élus en relation, notamment monsieur Coupet, monsieur Capu, ou monsieur Aurelia, qui sont en relation avec ce dossier-là. 50 centimes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment monsieur le maire a décidé ces 50 centimes? C'est en fait à travers nos recherches, grosso modo, il ne faut pas que la redevance soit trop élevée et c'est le prix moyen constaté pour les opérations de même type qui se font dans les communes sur des mises à disposition, et ça nous évite aussi d'avoir par cette convention des complexités plus juridiques et de faire quelque chose de simple et assez rapide. Donc le montant n'est pas un enjeu en tant que tel. Y a-t-il d'autres questions? Merci, monsieur Berlureau. Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, vote à l'unanimité en route vers la transition. Nous allons ajourner le point numéro 9, demande de subvention au titre du fonds de concours 2024 à la communauté de communes, point ajourné et reporté au prochain conseil municipal du mois de décembre, ce qui nous permettra de vraiment faire la liste globale de tous les projets sur la section notamment investissement. Nous passons donc au point directement numéro 10 sur la partie ressources humaines, avec l'adhésion à la convention de participation prévoyance pour nos agents municipaux, souscrite, grande opération qui a été souscrite par le CDG, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn. Et pour présenter ce point, rien que mieux que le leader des agents municipaux, le directeur général des services, Alaric Berlureau. Merci monsieur le maire. Donc comme vous le savez, la commune a déjà une participation à la prévoyance de ses agents, mais les obligations réglementaires ont modifié un petit peu ce fonctionnement, puisque l'ensemble des collectivités de France doivent, à compter du 1er janvier 2025, participer à la prévoyance de leurs agents, et au 1er janvier 2026, les communes et les collectivités devront participer à la mutuelle des agents, aux garanties santé. Pour répondre à cette obligation, la commune a participé à une mise en concurrence portée par le CDG 81 pour étudier la réalisation d'une convention de participation collective et voir si la collectivité faisait le choix d'une contractualisation ou d'une labellisation pour prendre en charge cette participation. Le centre de gestion a lancé sa consultation et a retenu l'offre du groupement Collective Alliance pour couvrir cette prévoyance auprès des agents, et vous avez eu dans les documents les conditions proposées par cette participation. Ce sont c'est une proposition qui est, je dirais, la plus avantageuse possible pour les agents, eu égard aux contrats existants qui ne sont pas forcément sur les mêmes garanties, et dans la perspective aussi d'évolution, notamment avec plusieurs options. Donc la collectivité propose d'adhérer à cette convention pour contractualiser avec le groupement Collective Alliance pour la prévoyance de ses agents. En même temps, il est proposé la participation financière de l'employeur, puisque l'obligation réglementaire fixe un montant minimum de 7 €
par agent pour les collectivités dans la participation financière, et jusqu'à présent la collectivité participait entre 5 et 10 euros en fonction de l'indice de rémunération des agents, et il a été proposé au comité social territorial qui l'a approuvé une participation financière unique de 10 euros par mois par agent en contrepartie de l'adhésion à ce contrat groupe. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel des éléments. S'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai. Merci beaucoup, Monsieur Berlereau. Y a-t-il du coup des questions? Des remarques? Observations? Pas de remarques, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité pour ce point numéro 10. Point numéro 11, que nous passons ce soir pour le futur, puisque ça se passera du 16 janvier au 15 février 2025, le recensement de la population de Saint-Sulpice, et notamment la création de postes à Saint-Sulpice dans le cadre de la mairie non permanent. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la conseillère déléguée à la culture, Nadia Ould-Almer. Merci, Monsieur le maire. Donc, les communes ont en charge la mise en œuvre des opérations de recensement de la population en collaboration avec les agents de l'INSEE. Donc, en 2025, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, la collecte auprès des habitants se déroulera du 16 janvier au 15 février 2025. Ces opérations nécessitent de nommer des coordinateurs communaux des opérations de recensement et de créer des emplois d'agents recenseurs qui seront spécifiquement rémunérés pour cette mission. En accord avec les préconisations de l'INSEE, 22 agents recenseurs vacataires maximum seront recrutés. Une dotation de l'État vient compenser une partie des frais engagés dans ce cadre par la commune. Cette participation financière est estimée à 16 945 € minimum en 2025. La campagne de recensement se décompose comme suit. 2 demi-journées de formation, les 16 et 13 janvier 2025. Oui, 6, pardon. Oui, je suis partie à 5 mois. Une tournée de reconnaissance entre le 6 et le 13 janvier 2025. Distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants, lundi au samedi, et particulièrement à partir de 17 h, et des rendez-vous en mairie. Vérifier, classer, numéroter, comptabiliser les questionnaires recueillis conformément aux instructions de l'INSEE, et finaliser les opérations de clôture du recensement. Il est donc proposé de fixer leur rémunération sur la base d'un taux horaire de 12,50 € brut. La collectivité versera un forfait pour les demi-journées de formation de 50 €, un forfait pour les frais de déplacement de 100 € et un forfait pour la journée de reconnaissance de 100 €. Le salaire sera versé le mois suivant la réalisation des heures à mois échus. Pour les agents recenseurs recrutés en interne, la mission hors formation se faisant exclusivement en dehors du temps de travail habituel, les heures seront rémunérées en heures complémentaires pour un temps non complet ou supplémentaires pour un temps complet. Merci beaucoup, Madame Ould-Almer. Y a-t-il des remarques? Donc important en tant qu'élu, faites passer le message recensement à ceux que vous connaissez, vos entourages, de bien participer, de bien répondre, c'est extrêmement important. Je vous propose donc de soumettre cette création de postes non permanents au sein de la commune, comme l'a présenté Madame Ould-Almer. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Jouve, vous aviez une question? Ah, on peut se recenser en ligne. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Il y a le document qui sera laissé dans les boîtes aux lettres. Alors c'est surtout toujours, c'est pareil, vous avez vu les dates, c'est janvier-février, il fait nuit très tôt, il fait froid. Souvent on a aussi à cette période-là, même si Stéphane Bergonnier et les équipes de la police y veillent, mais on a souvent du démarchage, les chocolats, ou des faux démarcheurs, même si c'est interdit à Saint-Sulpice, mais ça arrive quelquefois. Vous savez, les calendriers, des gens qui se font passer pour les agents du SMICTOM, des éboueurs, etc. Donc, et souvent, les gens en tout cas, nous, c'était le dernier retour d'expérience du dernier recensement, c'est que les gens ont peur et répondent pas.
Alors que donc là, on va vraiment mettre des badges et faire identifier les gens, agents recenseurs. On va essayer de faire le maximum. On se pose la question aussi peut-être de mettre en place des gilets fluorescents avec marqué agent recenseur. Voilà, ces choses-là qui permettront vraiment que les gens se fassent reconnaître. Madame Sénégas, Laurence Sénégas qui prend la parole. Une petite précision également dans le cadre du bulletin municipal qui sera distribuable à partir du 20 décembre prochain. Bien évidemment, on mettra les informations liées à ce recensement et on communiquera sur l'identification qui permettra aux citoyens d'être rassurés, de savoir que ce n'est pas un démarchage illégal, mais que nous sommes bien dans un processus de recensement de la population. Donc ce point-là a été voté. Chers élus, je vous en remercie. Nous allons passer du coup au point numéro 12, sur le tableau des effectifs, création d'un emploi permanent à temps complet, catégorie C. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale Marie-Claude Drabec. Merci, monsieur. Du tableau. Merci Madame Drabec. Bon, voilà, tout a été expliqué, tout est clair, limpide. Y a-t-il cependant des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons pouvoir recruter. Point numéro 13 sur le tableau, toujours des effectifs pour la mise à jour avec la création d'emplois permanents par transformation cette fois-ci. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anan Mahalem. Merci, Monsieur le maire. Les agents titulaires peuvent bénéficier d'avancement de grade à l'ancienneté. Ils doivent remplir les conditions réglementaires pour bénéficier d'un avancement de grade et le grade d'avancement doit correspondre aux fonctions assurées par les agents conformément aux lignes directrices de gestion en vigueur dans la collectivité depuis le 1er janvier 2021. Alors, il s'agit là donc de 2 emplois de la filière administrative du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, un poste donc de la filière animation du cadre d'emploi des animateurs territoriaux, 7 postes de la filière animation du cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux et enfin donc un emploi de la filière technique du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Voilà, des avancements de grade classiques comme on peut en passer chaque année. Avez-vous des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 14 avec la proposition de signature d'une convention de partenariat entre une association de Saint-Sulpice, le Boxing Club Saint-Sulpice 81 et la commune de Saint-Sulpice pour des entraînements professionnels des agents de la police municipale. Je vous propose donc, pour présenter ce point, de laisser la parole à Monsieur l'adjoint à la sécurité, Stéphane Bergoni. Merci, Monsieur le maire. En application de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, et notamment ses alinéas 2 et 3, la police municipale a pour mission de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements. Les policiers municipaux peuvent être confrontés à des violences, agressions, qui nécessitent une bonne condition physique, mentale
et une connaissance des techniques d'autodéfense. Il est donc opportun de renforcer la formation des agents de la police municipale par la mise en place d'entraînements axés sur les moyens de défense. En fin d'année 2023, l'association Boxing Club Saint-Sulpice-la-Pointe 81 s'est installée sur le territoire communal dans un bâtiment situé 123 chemin des Pesquiès qui leur a été mis à disposition. L'objet de cette association est d'enseigner et d'encadrer les pratiques de sport de contact et des disciplines associées ainsi que de la préparation physique. Il convient donc d'établir un partenariat avec cette association pour permettre aux agents de la police municipale de renforcer leur formation par une mise en place d'entraînements axés sur les moyens de défense. Avez-vous des questions? Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. C'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque que j'ai formulée en commission et je la reformule à nouveau ce soir. Moi, ce qui me pose problème dans cette convention, c'est l'aspect technique d'interpellation d'individus. Pour le coup, je crois que c'est vous, Monsieur Berlureau, qui m'avait dit en commission que c'était pas proposé. Alors par le CNFPT notamment, moi j'ai regardé rapidement sur le site internet. A priori, au catalogue, il y a des formations qui sont proposées pour les policiers municipaux. Et on trouve aussi tout un tas d'organismes qui proposent aussi des formations en technique d'interpellation pour les policiers municipaux. Voilà, moi ça me dérange que ça soit une association qui dispense entre guillemets des formations pour donner ces techniques-là. Enfin, je vais essayer de le dire clairement. J'ai peur en fait que ça fait partie des missions de nos policiers municipaux à certains moments peut-être d'interpeller des gens. Donc j'ai pas de problème qu'on les forme à ces techniques-là, mais je mets en garde quand on leur donne cette formation, on vérifie que ce soit des gens qui soient habilités à le faire. Parce que c'est un moment un petit peu important, l'interpellation. Et donc si ça venait à mal se passer, par exemple, on va peut-être aller regarder comment l'agent a été formé, quel a été son parcours au niveau de la formation à cette technique d'interpellation. Donc moi, mon souhait, c'est simplement que nos agents soient formés et bien formés par des personnes qui soient habilitées. Voilà, pour essayer de le dire de manière à peu près compréhensible. Stéphane Bergonnier du groupe majoritaire. Donc pour répondre à votre question, Monsieur Lassalle, nous avons la chance d'avoir cette association qui s'est installée sur Saint-Sulpice et nous avons la chance que les instructeurs de cette association soient des professionnels, puisqu'ils entraînent la BAC de Montpellier, la brigade anticriminalité. Ils entraînent la police municipale de la Grande Motte. Donc ce sont des professionnels qui sont habitués à former des policiers nationaux, des policiers municipaux. Et donc ils ont toutes les qualités nécessaires et compétences nécessaires pour enseigner de la meilleure façon possible à nos policiers municipaux ces manières d'appréhender des personnes, à la fois en mettant en sécurité la personne qui est interpellée, afin qu'elle ne se fasse pas mal et qu'on ne lui fasse pas mal, parce que c'est très important qu'on ne fasse pas mal à la personne qui est interpellée, que ce soit en protégeant sa tête, en protégeant son dos, mais également ils apprennent ainsi à se protéger eux-mêmes d'éventuelles personnes qui seraient réticentes à leur interpellation et mettant en danger l'intégrité physique de nos policiers municipaux. Donc on a la chance sur Saint-Sulpice d'avoir ces moniteurs qui peuvent, à titre gracieux, nous proposer ces formations, sachant qu'eux-mêmes dispensent ces formations à des fonctionnaires, que ce soit, comme je vous dis, la BAC de Montpellier ou la police municipale de la Grande Motte, dans l'Hérault. Ok, merci pour votre réponse. Y a-t-il d'autres remarques? Je vous propose donc de passer ce point au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre convention sans transition sur un partenariat, cette fois-ci entre le service jeunesse de la commune de Saint-Sulpice et le collège Pierre Suc, ainsi que le club jeunesse à destination des collégiens. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe à la réussite éducative et à la promotion de la langue occitane, Nathalie Marchand. Merci, Monsieur le maire.
La collectivité exerçant la compétence accueil collectif de mineurs et dans le cadre du développement de l'offre à destination du public 11-17 ans, le service jeunesse signe un partenariat avec le collège public Pierre Suc qui lui permettra d'assurer l'organisation et l'encadrement d'un club jeunesse à destination des élèves, notamment sur les temps méridiens, donc sur les mardis et jeudis pour l'instant, de 12h10 à 14h10. Des interventions complémentaires pourront également avoir lieu sur demande du collège en fonction des possibilités du service jeunesse et des emplois du temps de certaines classes. Afin de fixer les objectifs de ce partenariat et de mettre en place les modalités d'organisation, une convention est proposée qui s'inscrit dans le cadre du projet éducatif de territoire et du projet pédagogique du service jeunesse. Pour rappel, les objectifs du PEDT visés sont d'améliorer le bien-être des enfants et des jeunes pour favoriser leur épanouissement, permettre aux enfants de se construire pour devenir des hommes et femmes sensibilisés et les citoyens de demain, développer la complémentarité et la cohérence éducative permettant la réussite de tous les enfants et des jeunes, favoriser l'ouverture sur le territoire en y associant les différents acteurs locaux, favoriser l'intégration et l'inclusion de tous les enfants et jeunes et développer le vivre ensemble. La convention sera signée pour l'année scolaire 2024-2025, reconduite de façon tacite. Un bilan sera effectué en fin d'année scolaire afin d'évaluer la collaboration mise en place. Y a-t-il des questions? Bon, en tout cas, c'était clair comme présentation. Merci Madame Marchand. Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose donc de passer ce point au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Ce conseil municipal commence à toucher à sa fin. Bien sûr, il y aura l'annonce du nouveau nom du futur bâtiment vaisseau amiral de la jeunesse dont on va parler tout de suite. Avant les comptes rendus des décisions du maire, pas beaucoup de décisions, à part peut-être la réalisation d'une étude prospective et financière dans le cadre de l'anticipation du passage au seuil de 10 000 habitants, parce qu'au final, on ne sait pas trop l'impact en tant que maire, les changements, etc. Tout le monde nous dit « oh c'est super », etc. Donc l'idée, c'est quand même de s'appuyer sur des professionnels qui peuvent nous donner une trajectoire sur ce sujet-là et donner aussi peut-être des astuces ou bien des actions ou un plan d'action à prendre en fonction de ce seuil de 10 000 habitants. Et puis ensuite, quelques attributions, concessions, ainsi qu'un marché de coordination et de sécurité, notamment sur les travaux de renforcement dont on a parlé tout à l'heure, pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les 2 toitures des bâtiments communaux, centre technique municipal et le bâtiment associatif Auguste Mies. Voilà, pas de questions. Nous n'avons pas reçu de questions diverses de la part des minorités au conseil municipal. Donc nous allons pouvoir tout de suite passer sur le point donc de la dénomination, vous le savez, de l'ancien bâtiment Polyespace que vous avez à l'écran. Pour rappel, ce dossier est en tout cas se veut d'une exemplarité remarquable en termes de participation citoyenne. Je le rappelle d'où on vient, 2018-2020, sous l'égide de M. Coupet, une assistance à maîtrise d'usage, une première à Saint-Sulpice, à interviewer les futurs utilisateurs du site pour designer, donner les grandes lignes ou en tout cas les besoins et récolter des besoins. Donc les besoins ne viennent pas d'un cabinet d'architectes ou d'une assistance à maîtrise d'ouvrage qui aurait fait telle ou telle salle, mais bien des utilisateurs et des Saint-Sulpiciens eux-mêmes. Nous avons eu la parenthèse Covid 2020-2022, le temps de se remettre en selle, et donc nous avons eu une réunion publique sur ces sujets, des ateliers aussi de travail sur Polyespace ici dans cette salle, et donc sur la base d'une production d'une maquette qui est à l'accueil de la mairie de Saint-Sulpice, mais également d'un film de présentation laissé en accès libre pour tous les citoyens à la mairie de Saint-Sulpice. Un concours citoyen de participation citoyenne a été ouvert au public et aux citoyens de Saint-Sulpice du 23 septembre au 14 octobre 2024. Donc l'idée était bien de collecter
l'ensemble des propositions des citoyens sur un futur nom, puisque qui dit renouveau de cette salle dit changer le nom, l'ancien nom poly-espace, vous le comprenez, un polyvalence et espace. L'idée, c'est vraiment de marquer ce bâtiment d'un nouveau saut et d'une nouvelle projection dans l'avenir. Ces propositions ont été collectées sur la toute nouvelle et révolutionnaire application Saint-Sulpice 81, ou bien également pour ceux qui n'ont pas l'application téléphonique via un formulaire papier disponible dans multiples accueils de la mairie, à l'hôtel de ville, à la médiathèque, au service animation, mais également au service vie associative. Il y avait de nombreux critères d'éligibilité que nous avions positionnés au regard notamment des dispositions légales et toutes les jurisprudences qui peuvent exister sur quelque chose qui paraît anodin, mais qui existe bien, c'est-à-dire c'est très encadré juridiquement, l'appellation d'un nom, faut éviter tous les sigles à consonance politique, religieuse ou bien philosophique, etc., etc. Dans le règlement, il avait également été mentionné qu'on apprécierait particulièrement aussi des propositions originales, faciles à prononcer, intemporelles et qui pouvaient aussi être argumentées par les citoyens. Nous avons récolté 135 propositions, quelquefois qui étaient répétées, en doublon, en triplon, mais donc 135 propositions différentes issues des citoyens de Saint-Sulpice. Donc déjà, un grand merci aux citoyens qui ont participé, car ils nous ont donné un petit peu de travail pour le mois d'octobre sur cette partie-là. L'étape 2 consistait donc, une fois les 135 noms récoltés, à réunir un comité de sélection qui s'est réuni le 18 octobre au lieu de la maison commune, donc la mairie. Les membres du comité qui étaient invités étaient un panel de conseillers municipaux, inclus majorité et minorité, un panel d'agents également impliqués à la fois directement dans le futur pôle de ce bâtiment, mais également aussi des services transverses pour avoir un œil ou un regard objectif, neutre, mais également un panel de représentants des associations qui seront futures utilisatrices. Je pense notamment à la plus grosse association de la commune, la MJC, mais également aussi d'autres associations un peu plus minoritaires, mais qui étaient quand même présents, comme la gymnastique volontaire ou encore l'association d'art et de peinture Térébenthine. Au regard de tous les critères que nous avions normés, ou critères normatifs appelés, ou critères juridiques, sur les 135 propositions, 38 propositions ont été retenues officiellement et qui pouvaient donc rentrer dans le cadre légal, juridique, administratif des critères d'éligibilité. Le comité de sélection a ensuite donc retenu 5 noms qui ont été extrêmement publicités par la population. Tout d'abord, l'Amassada, nom donc occitan, qui veut dire la réunion du village ou des villageois. L'Amirail, donc en connotation avec le côté vaisseau amiral et rail pour le côté gare. Un autre nom qui s'appelle l'Escale. L'Escale, donc, qui est aussi pour les jeunes, puisque de nombreux jeunes seront les utilisateurs de ce bâtiment. L'Escale, la jeunesse est une escale de la vie, mais aussi l'Escale au regard et en miroir de la gare, puisque la gare aussi, Saint-Sulpice, peut être une escale pour de nombreux voyageurs. Le hangar qui fait miroir notamment à la présentation de l'architecte qui avait dit que on retrouve au niveau urbanistique les traits urbanistiques des anciens séchoirs à tabac tarnais que l'on retrouvait dans la campagne tarnaise. Et donc le comité d'architectes disait il y a une forme de nature ou de campagne en cœur de ville tout en ayant la ville à la campagne. Et donc ce qui a été retenu, c'est pas le séchoir mais plutôt le hangar, notamment lié au monde agricole. Et enfin, le dernier nom, publicité, était le quai. Le quai pour faire miroir directement au passé cheminot de notre commune, mais également à la gare qui est aujourd'hui un nœud névralgique, un point névralgique de notre commune. Voilà, les 5 noms publicités, l'Amassada, l'Amirail, l'Escale, le hangar et le quai. L'étape 3
toujours dans cet esprit de participation et de vie démocratique et de sursaut démocratique, était de faire participer les gens, cette fois-ci de proposer les 5 noms qui ont été donc communiqués à travers le bulletin municipal, le site internet de la commune, les réseaux sociaux également. Et donc il y a eu une phase de vote sur ces 5 noms, ouvert à l'ensemble des citoyens du 28 octobre au 11 novembre. Et donc, il s'est clôturé hier, jour férié du 11 novembre. Les votes étaient également ouverts sur l'application Saint-Sulpice 81, mais également aussi pour ceux qui n'ont pas accès aux applications via des formulaires traditionnels papier à glisser dans les urnes qui étaient disponibles aux différents accueils de la mairie que j'ai cités tout à l'heure. La 4e étape est donc l'annonce des votes et du choix du nom ce soir en conseil municipal. Nous avons donc officiellement un total, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose à l'écran, mais c'est la Masada qui a été retenue avec 34,7% des suffrages. La Masada, donc nom en occitan, qui veut dire la réunion des villageois, le lieu de rencontre au final, qui arrive numéro 1, très serré puisque 34,7% des voix, suivi du numéro 2 qui était l'Escale, avec 28,2% des voix. Et ensuite, nous avions vraiment un décrochement qui se faisait avec presque une égalité entre le hangar et le quai. Et enfin, l'Amirail qui finit en dernière proposition. Donc, chers élus, je vous propose pour la future dénomination et maintenant notre travail d'écriture technique, architecturale, puisqu'il va falloir l'incrémenter de manière, vous savez, avec une écriture très, comment dire, très spéciale pour reconnaître ce lieu, une écriture moderne, la Masada, et donc notre service graphiste communication va sûrement faire un plaisir de travailler dessus pour pouvoir incrémenter ensuite ce nom. Donc les citoyens ont donné leur opinion. Chers élus, je vous propose de également vous soumettre de manière non officielle, mais pour le geste, cette proposition de la Masada qui est donc remontée de la part des citoyens. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions de la minorité active et citoyenne. Oui, bon, vous connaissez, pas pour le nom, parce que le nom, ma foi, est fort sympathique, mais bon, pour le projet. Et donc, 4 abstentions, donc Monsieur Manteau, Madame Manteau, pardon, Monsieur Lassalle, Monsieur Lacoste et Monsieur Filion, pas pour le nom, mais pour le projet. Et donc un vote quand même majoritaire et unanime de la part du conseil municipal pour ce nom qui sera donc retenu, clin d'œil, puisque je crois que nous avons Madame Marchand, vous qui êtes l'adjointe à la promotion de la langue occitane, je sens que vous trépignez sur votre chaise. Je crois qu'on a l'association Ogby qui fait dans pas très longtemps sa réunion, notamment sur la fête des châtaignes, donc ça sera l'occasion ce week-end de leur annoncer que ce nom occitan et que l'occitan vit et coule dans les veines de Saint-Sulpice, de la petite section de maternelle jusqu'au collège, lycée même à l'avant. Merci Monsieur le maire, effectivement, et j'en profite pour convier l'Assemblée à participer à cette fête des châtaignes samedi soir à partir de 17h, portée par l'association Ogby, où vous pourrez entendre les élèves des classes occitanes, mais également un groupe occitan danser, bien sûr, et évidemment manger des châtaignes chaudes. Voilà. Vive la Masada, vive Saint-Sulpice, le nom est donné. Nous n'avons plus qu'à lancer le chantier. Alors chantier qui prend, si les citoyens vous posent la question, on avait répondu à Madame Manteau à l'époque, notamment sur les demandes de subventions. Hein. Vraiment, on essaye de faire ce travail de collecte de subventions avant de lancer le chantier. Et puis ensuite, chantier qui demande aussi de la part des architectes un peu plus de travail de bureau. Donc aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, vous l'avez vu, mais il y a un travail notamment sur les ingénieurs structures, parce que vous le savez qu'il y a aujourd'hui un bâtiment qui est vraiment lié entre l'ancienne salle polyespace et la caserne des pompiers, et il va y avoir une désolidarisation de cette infrastructure. Donc les ingénieurs structures nous ont demandé un peu plus de temps pour pouvoir être certains
puisqu'il ne faudrait pas que le jour où on désolidarise Polyespace, que la caserne des pompiers fasse comme la maison des 3 petits cochons. Donc il y a ce travail, et je pense que à la taille d'un bâtiment et d'un projet tel que celui-là, prendre 3 mois à 6 mois de plus pour s'assurer des études techniques, géotechniques ou bien structurelles, me semble complètement opportun. Donc voilà, pour vous donner un petit peu aussi les infos, comme ça vous pourrez le relayer dans la population. Prochain conseil municipal, dernier conseil municipal de l'année 2024, ô combien ça passe vite, le 12 décembre, dans un mois, ici en ce même lieu. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre, une belle fête des châtaignes ce week-end, et chères conseillères, chers conseillers, au mois de décembre, avec vos plus moches pulls de Noël.